Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec le galeriste Jean-Denis Walter. Donc bonjour Jean-Denis. Bonjour. Donc votre galerie propose des photographies d'auteurs sur le thème du sport. Donc cette spécialisation fait de vous un cas d'étude très intéressant pour les personnes qui souhaiteraient mieux connaître le fonctionnement des galeries de photographie. Donc vous avez été rédacteur en chef adjoint chez Prisma Media pendant 10 ans. Donc Prisma Media est un groupe de presse avec des titres tels que Femme Actuelle, Gala, Capital, National Geographic, voici. Vous avez été directeur photo chez l'Équipe, puis rédacteur en chef chez l'Équipe Magazine pendant 13 ans. Et vous avez fondé votre propre galerie en 2013. Donc, avant de nous dévoiler votre métier de galeriste, je vous propose que l'on revienne sur votre parcours. Donc, pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre enfance? Donc, où avez-vous grandi? Est-ce que votre famille avait un lien avec la photographie ou avec le sport? En fait, avec le sport, non. Ça, c'est juste la pratique qui m'a donné la passion. Mais effectivement, ma mère était iconographe dans l'édition. Elle avait monté une agence d'iconographes indépendante. Elle a d'abord travaillé chez Lafon, puis après elle a monté sa propre structure avec une dizaine d'iconos. Elle bossait pour des éditeurs divers, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un service icono interne ou qui avaient un surplus de travail. Et donc les locaux de l'agence d'iconos étaient à la maison, à Nogent, là pas très loin de la galerie. Et en fait, donc, j'ai toujours un peu baigné là-dedans, c'est-à-dire que à l'heure du déjeuner, il y avait souvent iconos qui étaient présentes, qui déjeunaient à la maison, donc on discutait beaucoup de ça à table. Il y avait souvent des photographes qui rentraient de quelque part, qui partaient de quelque part, qui racontaient des trucs. Et j'ai toujours en fait baigné dans cet univers. J'ai pratiqué un peu, comme souvent à l'adolescence, j'ai fait un peu de labo, j'ai fait tout ça. Et puis surtout, ma mère ayant cette agence d'iconos, le métier commençant à me parler, en fait, quand j'étais en train de faire mes études, donc après le bac, j'ai fait Hippocagne et puis des études de lettres modernes, je savais que j'allais finir là-bas. En fait, c'est-à-dire que je faisais des études, mais sans vraie pression de résultats, puisque en fait ma place m'attendait. En gros, elle m'avait dit bon ben voilà, quand t'as envie. Tu démarreras, quoi. En fait, déjà les vacances, parce que à l'université, j'en avais quand même pas mal. Je faisais de temps en temps des livres. J'avais déjà un petit peu goûté au truc. Et puis, donc, après ma licence, j'ai intégré l'agence. Donc, on est en quelle année on est? Enfin, c'est vieux, quoi. J'ai commencé, donc, on faisait pas mal, encyclopédie, livres scolaires, enfin, tous les livres qui nécessitent beaucoup d'illustrations. Donc on s'occupait de l'iconographie. Un jour, s'est présenté une encyclopédie pour les éditions Lafon, le Grand Quid illustré. Et quand il y a eu le partage un peu des volumes, puisqu'on tout se menait de front, j'ai hérité du sport, parce qu'il y a que moi que ça intéressait à l'agence, et aussi le volume sur les radios-télévisions, l'histoire de la radio-télévision, enfin plusieurs trucs, mais dont le sport. Et j'ai beaucoup travaillé pour le faire, donc avec l'auteur, mais par rapport aux sources, je dirais dans les agences de sport de l'époque, il y avait l'agence Van Diestadt, l'agence SAM, etc. Et puis l'agence Pressport qui existe toujours, qui est l'agence photo de l'Équipe. Et je me souviens, j'avais passé, parce que en fait, quand on travaille en icono dans l'édition, souvent on se déplace et on fait la recherche sur place. C'est plus simple et on sait plus ce qu'on veut que de faire une liste, demander à un documentaliste de l'agence et puis qu'il fasse la sélection qui vous renvoie. En fait, vous choisissez. Et en fait, j'ai donc passé des jours et des jours, voire des semaines, en fait, après sport. Et quand l'encyclopédie est sortie, ils ont été un peu bluffés de ce que j'avais pu faire, parce qu'il devait avoir peut-être 50% des photos là-dedans. Et un peu bluffé ce que j'avais pu faire en partant de leurs archives avec des images que même dont ils avaient quasiment pas connaissance. Et en fait, il y a un poste qui se libérait à l'agence Pressport. En fait, ils m'ont dit si ça vous intéresse, c'est pour vous. J'ai un peu réfléchi et puis j'ai pris, parce que donc ça réunissait déjà à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, deux passions, quoi, celle du sport et celle de la photographie.
ce métier, bon, je m'y étais engagé vraiment avec enthousiasme, et donc j'ai intégré l'agence Presse Sport en 82. Ensuite, les choses se sont faites. C'est une époque où c'était quand même plus simple de circuler d'un journal ou d'un magazine à l'autre. On faisait des connaissances, directeur artistique, on s'entendait bien, il y en avait un qui changeait, il l'emmenait avec. Enfin, c'était quand même beaucoup plus cool de changer de travail. Il n'y avait pas cette pression qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, on regrettait pas, on changeait quand on a envie de voir autre chose, de travailler sur autre chose, etc. Et donc j'ai travaillé à Presse Sport, puis à VSD, mais l'époque Maurice Siegel, donc l'époque le magazine était en 8e rue je sais plus quoi d'ailleurs, rue Paul, enfin bon, c'est pas grave. Et avec Maurice Siegel, donc le fondateur, où là j'ai vraiment appris le métier en presse, parce que c'était un hebdo, c'était l'époque de la concurrence forte avec Paris Match, donc on était vraiment sur l'actualité. Et il y a plein de liens que j'ai noués avec des photographes à l'époque et des agences qui m'ont servi plus tard. Et puis j'ai continué à bouger comme ça avant d'intégrer en 86 Prisma Presse. J'ai juste fait une entorse d'1 an parce qu'en 87 s'est créé un quotidien qui s'appelait Le Sport, dont j'ai pris la direction du service photo, qui était en fait un concurrent de l'équipe. Grosse rédaction, etc., mais qui n'a duré que peu de temps parce que les actionnaires ils se sont un peu épuisés, et donc du coup l'aventure, alors que le truc était super, mais ça coûtait beaucoup d'argent et on n'en gagnait pas encore, et donc ça a duré qu'un an. Mais le reste du temps, donc j'étais à Prisma, j'en suis parti, j'y suis revenu, plusieurs titres, Télé Loisirs, Voici, Gala, Capital, etc. J'ai travaillé sur plein de titres, toujours au service photo. Généralement, même je m'occupais des lancements, c'est-à-dire que j'organisais le service et puis après je passais à un autre. Et puis j'avais quand même une base, Capital et Voici ont été des journaux où j'ai travaillé des années. Et puis 98, je dirais, je passe aux Parisiens où ils veulent créer le Parisien Magazine, et donc ils me débauchent pour prendre la direction du service photo, enfin, en tant que rédacteur en chef adjoint, comme je l'étais à Prisma Media. Et puis le projet, en fait, ne se fait pas. On le développe, etc. Puis finalement, la direction décide de pas le lancer. Et à ce moment-là, l'équipe qui fait partie du même groupe, à l'époque, le Parisien et l'équipe, c'était le groupe Amaury. Ils me disent, bon voilà, il y a un poste à l'équipe, on aimerait bien que tu reviennes, parce qu'ils se rappelaient de moi de l'époque. Presse Sport, c'était déjà l'équipe. Et je suis rentré à l'équipe en 99, avec pour mission de m'occuper de toute la production photo pour les magazines du groupe. Il y en avait 3 à l'époque. L'équipe magazine, France Football et Vélo Magazine. Donc tout ce qui sortait un peu du quotidien et de l'actualité chaude. Donc je me suis occupé de ça. J'ai pris ensuite la direction de l'équipe magazine, mais pendant toutes ces années-là, donc ça a duré 12-13 ans, je dirais, j'ai toujours amené des photographes qui n'étaient pas des photographes de sport à travailler sur le sport. Tout mon réseau d'avant, je l'ai sollicité, et donc il y a tous les gens que je publiais et à qui j'ouvrais les pages de l'équipe magazine, c'était pas forcément des spécialistes. Il y avait déjà un staff assez conséquent à l'équipe de grosses pointures en matière de spécialistes. Donc j'allais chercher plutôt des photographes dont j'admirais le travail et que je voulais amener à travailler sur le thème. Parce qu'à partir du moment où on travaille sur le magazine, c'est pas pareil, on n'a pas besoin forcément de faire de la photo d'action, donc avoir un équipement particulier avec des objectifs grandes focales, des trucs là. Le travail, il est juste normal, c'est juste un thème en fait qui change, mais raconter, je dirais, la vie intime d'un club de foot ou n'importe quel sujet autre, en fait, on s'immerge dans le groupe, et puis l'affaire après, elle se fait. Le sujet est pas différent que ce que Hugues Ferras a fait sur l'Opéra de Paris, ou etc. Et donc je dirais que pendant toute ma carrière à l'équipe, j'avais retrouvé donc le thème qui m'était le plus cher. J'étais vraiment dans la photographie, dans la production photographique. Je voyais passer souvent des choses merveilleuses. Et comme j'ai toujours adoré la photographie en général, je fréquentais beaucoup les galeries, les foires, etc. Et puis je voyais jamais grand-chose sur le thème. Je me disais, c'est quand même bizarre, je vois tout le temps passer des trucs, franchement, il y a un potentiel. Et donc l'idée, elle a commencé à germer comme ça. Et quand je les ai quittés en 2012,
Je me suis dit, je vais même pas chercher parce que l'avenir en presse écrite étant sombre, hein, surtout en partant de l'équipe magazine, je sais pas trop ce que j'aurais fait d'aussi bien. Et donc, je me suis dit bon, je vais me lancer. Les photographes, je les connaissais. Le catalogue, j'avais déjà une idée de précise des merveilles que j'avais croisées. Je dirais que les 50 premières photos du catalogue, je les avais en tête. Je connaissais les auteurs, ils me faisaient confiance. Donc créer la galerie, je dirais que c'était pas compliqué au niveau matière première, entre guillemets, catalogue. Ça, vraiment, j'avais, et c'est toujours le cas, c'est quasi inépuisable. J'avais les contacts, il y avait tout. Après, c'était créer le truc, en fait, c'est-à-dire que j'avais toujours été salarié. Là, je me retrouvais à créer une entreprise avec des règles particulières, il fallait me familiariser avec la manière dont ça fonctionne, avec la fiscalité de l'art, c'était quand même une année quand même assez compliquée. Je me suis un peu fait conseiller par des galeries existantes, des gens que je connaissais, mais le partage d'infos, c'était pas toujours ça. Donc, il y en avait qui m'aidaient, d'autres moins. Mais disons que j'ai un peu appris comme ça sur le tas. Après. Est-ce que vous aviez des modèles de galeries ou alors vous étiez vraiment le seul dans le monde entier, même est-ce qu'il y avait d'autres Quand j'ai ouvert la galerie, j'ai fait une recherche vraiment très précise et il n'existait pas alors de galerie dédiée au thème. Pas du tout. Je crois toujours pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il en est né depuis parce que je fais pas l'enquête tous les jours. Hein. Mais je pense pas. Des photographes qui, de manière indépendante, vendent leur tirage, oui. Des galeries qui, de temps en temps, ont un photographe qui travaille là-dessus, ou régulièrement, ou épisodiquement, et qui présentent de temps en temps des travaux qui ont trait au sport, évidemment, oui. Mais une galerie dédiée, je ne crois pas, ou en tous les cas, pas comme moi, c'est-à-dire où on n'est pas dans l'œuvre originale, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vends, donc des épreuves en édition limitée, numérotées, enfin, on est dans le cadre de l'œuvre originale photographique. On est plutôt, quand on est dans des trucs de sport, sur du poster amélioré, de la reproduction, quoi, en fait, en gros. Mais même dédié au sport, il y en a pas tant que ça. Mais il y a on peut trouver des repros. Mais une galerie dédiée, je crois pas. Et vous représentez des photographes avec des contrats d'exclusivité ou un peu quel est le type de contrat que vous avez? La plupart du temps, oui. C'est-à-dire que je propose des contrats, donc en galerie, le contrat, il est assez simple, hein, c'est pareil comme en peinture, en sculpture, en photographie. À la charge de l'auteur, le tirage, puisque c'est son œuvre, il doit être tiré par lui-même, sous son contrôle, et être exactement comme il le souhaite. Ça, c'est sa charge. Le reste, le lieu, la com, les encadrements d'exposition, tout ça, c'est moi. Et on partage leurs taxes, 50-50. La plupart des auteurs, j'ai un contrat d'exclusivité qui concerne les œuvres qui sont au catalogue. C'est-à-dire que comme j'ai des photographes qui sont pas des spécialistes, certains, je les représente pour 1, 2, 3, 5 photos. Le reste, donc le contrat, il porte sur ces 5-là. Et là, oui, il y a exclusivité. J'ai de temps en temps des contrats de non-exclusivité, souvent avec des photographes qui, avant moi, étaient déjà représentés par des galeries, notamment dans d'autres pays, où là, je les représente, je dirais, pour la France, je pense à Neil Liefer, par exemple, un photographe de Sportil Suétide, une légende de la photo de sport, mais pour d'autres, voilà, parce qu'ils ont une galerie aussi à Berlin ou à New York, et donc c'est eux, dans ces cas-là, qui gèrent leur numérotation, et quand je vends un tirage à eux, c'est eux qui me disent, t'auras ce numéro-là, ou t'auras ce numéro-là, parce que c'est eux qui peuvent globalement, mais je dirais qu'à 90%, oui, en exclusivité. Est-ce que vous avez vu des grandes tendances depuis 2013 dans la photographie de sport? Est-ce que vous avez vu des grands changements dans la pratique photographique? Disons que en sport, c'est une discipline assez pointue, je pense surtout à la photo d'action, enfin quand on est vraiment sur l'actualité du sport, ça a beaucoup évolué depuis mes débuts, depuis que je travaille, par rapport à la technique même, et par rapport à la technologie, et par rapport aux différentes sorties de nouveaux boîtiers, nouvelles optiques, avec une guerre, les deux grandes compagnies, les deux grandes sociétés qui étaient sur ce marché, c'est Canon, Nikon, les deux géants japonais, qui étaient vraiment sur des télés, des 800, des 600, des 800, avec des optiques de plus en plus dingues, avec l'autofocus, avec le rythme de la prise de vue qui pouvait aller à 12, 15, 16 images secondes. Donc tout ça,
Ça a fait évoluer parce que ça a facilité quand même le travail des photographes. Notamment Autofocus qui a été une révolution parce qu'en fait les choses se passent tellement vite que quand la mise au point elle se fait à la main, il y a forcément du déchet. Avec l'autofocus qui est maintenant qui a progressé même depuis la création, c'est plus simple d'être net. Après la photo, elle est cadrée, elle est construite, tout ça, il reste quand même l'œil. Mais disons que la technique, elle a fait évoluer la photographie de sport. Évidemment, la technique est plutôt, je dirais, le matériel, l'évolution du matériel. Oui. Qu'est-ce qui est pour vous une bonne photographie de sport? Donc, est-ce que ça va être une photographie qui va capter le moment fatidique du tir parfait, quand on traverse la ligne d'arrivée? Est-ce que ça va être un cadrage? Est-ce que ça va être la petite histoire dans la photographie? Voilà, est-ce que vous avez personnellement Les choses ont changé à l'époque où je travaillais dans la presse, effectivement. Une bonne photographie, c'est celle qui est vraiment qui raconte un peu le truc. En galerie, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais que sur n'importe quel thème, que ce soit en sport ou n'importe quoi, une bonne photographie, c'est à la fois sa force esthétique et le propos qu'elle porte. C'est-à-dire que c'est toujours un mix de l'histoire qu'elle raconte et de sa forme. Évidemment, l'esthétique est primordiale parce que une photographie qui est une belle photographie, ça va attirer l'œil et donc on va s'y intéresser et après la comprendre. Mais c'est toujours les deux. Et donc le curseur étant d'ailleurs pas toujours au milieu. Parfois c'est la force esthétique qui l'emporte, parfois c'est le propos. Mais il faut toujours un peu les deux. Donc je dirais que c'est pareil que dans une bonne photographie de sport, c'est une bonne photographie. Elle vous raconte un événement, elle vous ramène à un souvenir, elle raconte un fait précis ou en tout cas, elle raconte une histoire. Et je dirais qu'en galerie, il y a par rapport à d'autres thèmes, un truc en sport qui existe peut-être plus qu'ailleurs, c'est la nostalgie. C'est que souvent, la photographie d'un événement, par exemple ça, finale de la Coupe du Monde 98. Donc pour moi, c'est Bertrand Després qui a fait ça, c'est au 6-7, l'image elle est formidable, avec tout, on comprend, on voit leur tête, leur visage, qu'ils vont vivre. Donc c'est l'équipe de France qui a affronté le Brésil, vous avez peut-être entendu parler de ça. Là, il y a une forme de nostalgie, c'est-à-dire qu'une photographie, ça va vous ramener à un moment où vous avez vécu une émotion, et donc cette corde-là, la corde de la nostalgie en sport, elle est forte. Parce que les émotions de jeunesse, d'adolescence ou de jeunesse, elles sont fortes, elles sont ancrées. Et en fait, une photographie, elle va réveiller le truc et donc vous vous ramener à un moment heureux. Donc, voilà, en fait. Mais au-delà de ça, pour en revenir à votre question de base, les sont en sport ou en n'importe quoi d'autre, c'est juste un thème. Une bonne photographie, c'est une bonne photographie. Elle a une force esthétique et elle vous raconte quelque chose et chacun la reçoit, est ému, bouleversé, ça le ramène à un souvenir, ça doit déclencher quelque chose, mais je dirais plus encore en galerie ou quand, à la différence de mon métier à l'équipe magazine où on construisait une histoire, un sujet, donc c'est un reportage avec un début, une fin et où il y a une forme de récit visuel. Certaines photographies choisies peuvent l'être. Elles sont pas spécialement incroyables, mais elles ont un rôle dans le récit et donc il faudra les inclure parce que ça va aider à comprendre un peu le truc. En galerie, c'est pas pareil. La photographie, elle doit fonctionner de manière unique. Toute seule porter son histoire et tout ça. Parce que si vous l'achetez, si vous la ramenez, il faut que l'histoire, vous l'ayez avec vous. Donc, on fonctionne plus en images séparées. Il peut y avoir une série, mais malgré tout, dans cette série, chaque image doit raconter l'histoire toute seule. Après, alors c'est bon, là on en parle comme ça, en les voyant tous les deux, c'est pas forcément évident, mais en les décrivant, on peut l'imaginer. Par exemple, derrière moi, donc je vais essayer de la décrire pour que les gens comprennent. Il y a donc un cours de tennis. On est à Flushing Meadows en 2014, et les frères Bryan, c'est deux frères américains qui jouent en double ensemble, viennent de remporter donc chez eux à New York l'Open l'US Open. Mais ce qui est incroyable dans cette photo, c'est que la photographe, qui s'appelle Corinne Dubreuil, elle a eu le coup de génie de les sortir du cadre au moment où ils célèbrent leur joie, la balle de match vient de se passer, et de garder que leur silhouette. On voit les deux ombres qui se détachent sur le court. Ils ont jeté leurs raquettes qui sont éparpillées sur le court, les lignes blanches, le bleu du court, donc il y a une forme de graphisme très fort.
Mais surtout, c'est une photographie qui parle aussi de la gémellité. Les frères Bob et Mike Bryan sont jumeaux. Et au moment où ils explosent de joie, il y a un phénomène qui se passe qui est absolument insensé. C'est ils explosent de joie, donc sans se concerter, puisque c'est vraiment une balle de match, et ils sont dans une symétrie quasi parfaite. Il y a peut-être la main droite, je dirais, qui est pas tournée tout à fait pareil. On voit une légère différence dans l'ombre, mais pour le reste, les bras sont pliés. Enfin, c'est un truc, ça interroge, je trouve, sur la gémellité. C'est vraiment, c'est impossible à organiser. Et quand vous la voyez, vous dites mais c'est un copier-coller, quoi. C'est un truc incroyable. Et donc, du coup, ça vous emmène un peu quelque part. Ça vous emmène sur un autre truc. C'est une photo qui a été primée, photographie de l'année, etc. Parce que c'est une sorte de miracle, en fait. Quelles sont les difficultés auxquelles la galerie a dû faire face et les enjeux que vous pouvez voir pour les prochaines années? Donc, hors cette période exceptionnelle qu'on vit actuellement, est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous trouvez difficile dans le métier? Dans votre métier, ouais. En fait, c'est que c'est un métier où il faut investir sans arrêt beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, il faut rester présent, il faut rester visible. Il y a aucune urgence à acheter un tirage ou n'importe quelle œuvre d'art. Et donc, on peut imaginer que les gens, voilà, ils peuvent aimer quelque chose et puis, soit c'est pas le moment, soit même pas y penser, soit c'est pas une priorité. Mais on est vraiment dans le superflu. Et donc, l'époque, elle est pas super, je dirais, pour le superflu. Et donc, forcément, c'est compliqué. Et le début, en fait, autant au niveau des œuvres, tout le monde me disait que l'idée était formidable, enfin, que c'était incroyable, ce que je montrais, badada, enfin, tout ça, j'avais pas de problème, mais c'était de trouver mon public, parce qu'en fait, ça entraîne une galerie, il faut quand même être dans un bon endroit, il faut un lieu, on fait des foires, enfin, l'investissement il est permanent, et si le retour se fait pas, donc je vous ai dit, expliquer le business en gros 50-50, si le retour se fait pas de manière importante, là vous êtes vite sous pression. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est trouver son public, arriver à équilibrer le truc. Je dirais que j'ai eu des hauts, des bas, même des fois je suis passé tout près de la catastrophe parce que j'avais fait trop de foires, ou j'avais trop investi. C'est une économie vraiment compliquée, et même pour des galeries plus installées que la mienne, même si elle a déjà quand même 6 ans, donc ça commence à faire, même c'est pas forcément évident. C'est pas un métier où on peut avoir une visibilité vraiment importante à long terme. Il y a des super mois, d'autres mois moins bien, et vous savez pas pourquoi, vous êtes absolument incapable de l'expliquer. Tout d'un coup, les gens qui pensaient à une photo, à une acquisition, ils vont arriver tous en même temps, et puis pendant 3 semaines, il y aura... Vous voyez, il y a un truc, c'est quand même un métier... La pression, elle est assez forte. Parce que si on n'est pas dans le développement, si on n'est pas dans... faire des tas de choses pour se montrer, pour exister... on est vite oublié, on disparaît, et en fait ça peut pas marcher. Donc il faut vraiment être, il faut travailler, quoi. Et vous pensez que vous allez vendre des photographies en ligne? Enfin, est-ce que vous pensez pas tellement? Est-ce que vous pensez que ça dépend ce que vous attendez par vendre en ligne. Si c'est que de vendre à des gens qui sont jamais venus à la galerie, ça m'arrive déjà. Alors je sais pas si vous connaissez sans doute, d'ailleurs ils ont dû annoncer chez vous, mais il existe des plateformes de galeries comme Artsy, comme Artspair, sur lequel je suis, où là c'est de la vente en ligne, puisque en gros c'est une plateforme où chaque galerie met des œuvres, enfin vous connaissez le principe. Ouais. J'ai aussi un site, parce que je m'en sers beaucoup pour communiquer, mais à un moment, c'est-à-dire que ce sera jamais un site où vous pouvez remplir votre panier et acheter comme ça. Il faut qu'on se parle. Je trouve ça en plus très bien. C'est mieux parce que si la personne veut, est-ce qu'on encadre pas, à quoi vous pensez, c'est pas. Et puis même, en fait, je vous ai raconté la photo des frères Bryan, mais l'histoire que je raconte, elle est importante parce qu'en fait, quand vous achetez une photo, mais quand vous achetez une œuvre d'art en général, vous achetez aussi son histoire quand elle sera chez vous. Que les amis vont venir boire un verre, vous la partagerez. Si c'est juste acheté comme ça,
j'ai pas connaissance de galeries d'art dignes de ce nom où on peut acheter, remplir son panier. Enfin, à part peut-être des galeries qui se disent galeries, mais où ils vendent pas vraiment des œuvres originales. C'est de la reproduction haut de gamme, je dirais. Mais et les plateformes, parce que là c'est un regroupement de galeries. Donc après, mais malgré tout, on donne beaucoup d'éléments sur chaque œuvre proposée sur la plateforme. Mais sinon, l'avenir où on achèterait comme ça, non, ça j'y crois pas trop. Mais des gens qui m'achètent des choses que je n'ai jamais rencontrées et qui sont devenus des clients réguliers, oui, par le site. Une fois qu'ils ont reçu les premiers, ils sont, comment dire, ils voient le niveau des tirages, et après, il y a pas de problème. C'est toujours mieux de voir, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, souvent, depuis que je suis plus central, les gens ils viennent moins en se promenant. Ils viennent quand ils ont vraiment un truc à acheter. Et ils l'ont vu, ils l'ont repéré, ils l'ont vu sur une foire ou ils l'ont vu sur le site. Et donc, ils viennent le voir là. Mais ils peuvent repartir avec autre chose parce que là, ils vont les voir en vrai. Ils disent, ah oui, celle-là quand même. Là. Donc, ça joue la qualité du tirage, sa matière, la manière dont c'est encadré. Enfin, tout ça, ça vous parle. Ça joue vraiment beaucoup. Le truc que je fais comme je me suis maintenant un peu, donc je suis sur les bords de Marne, je suis un peu plus loin du centre, c'est que j'ouvre le week-end tout le temps, samedi, dimanche. Pour les Parisiens, je dirais, c'est beaucoup plus simple. Un dimanche matin, venir ici du centre, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez coupler ça, enfin bon, là, on parle pas de cette période particulière, mais avec une petite balade sur les bords de Marne, une petite terrasse, moi, ça peut être une journée même assez sympa. Dans le bois de Vincennes. Donc j'ouvre vraiment beaucoup le week-end. En semaine, je suis là, c'est surtout sur rendez-vous, je suis là. Quand je suis là, c'est ouvert. Quand je suis pas là, c'est pas ouvert, voilà, en gros. Et je fonctionne comme ça. Mais surtout, je fonctionne avec une lettre quotidienne. Tous les jours, j'écris un newsletter où je raconte une photo, un auteur. Je fais des propositions de prix sur un tirage particulier ou une série. Et ça, c'est tous les jours. Samedi, dimanche, pendant les vacances, c'est 365 jours enfin, toute l'année. Et donc ça permet, j'ai quand même, je dirais un peu plus de 3500 abonnés, donc plutôt des bons pourcentages, je me rends pas bien compte parce que je connais pas bien, mais en gros entre 20-25% de gens qui ouvrent le message chaque jour, donc c'est pas mal, je pense, surtout pour une lettre quotidienne. Il pourrait y avoir de la lassitude. Alors, je pense que c'est aussi des gens qui sont des fidèles, mais ils vont ouvrir, bon, selon le temps qu'ils ont, mais aussi par rapport à la photo, si la photo du jour, ça leur plaît, ça leur parle, c'est un univers qu'ils aiment, un auteur qu'ils aiment. Et donc, je fonctionne quand même beaucoup avec ça. Et du coup, je me replace, en fait, chez les gens qui me suivent un peu tous les matins dans leur esprit, en fait. Il y en a qui adorent le feuilleton, qui sont des gens qui achèteront peut-être jamais, mais ils adorent parce que je raconte, j'ai un style un peu personnel et puis une manière de raconter les photos, de raconter des anecdotes qui fait que j'essaie de faire en sorte que ce soit pas un mail trop ennuyeux, c'est plutôt assez rigolo et puis voilà. Et je fonctionne donc beaucoup comme ça. On peut s'inscrire ou il faut être... Il faut m'envoyer par mail votre adresse. Enfin, m'envoyer un mail. Non, je voudrais être inscrite et je vous inscris. C'est un Mailchimp, donc vous savez, c'est moi qui remplis des gens qui ont essayé de faire ça à côté. Agences qui montaient, on va vendre des tirages à côté. Si vous le faites pas comme je le fais, si vous le faites pas en vous impliquant totalement, c'est déjà très compliqué comme ça, mais alors, y a aucune chance. C'est vraiment un truc où il faut, en fait, il y a une forme de médiation culturelle, c'est-à-dire de parler des œuvres, des auteurs, permanente. Sinon, c'est pas juste comme ça, vous les présentez, puis pof, ça va partir comme ça j'y crois pas du tout, alors ce sera 3 tirages par an. Si vous voulez qu'il y ait une espèce de fidélité, un style, il faut beaucoup partager, beaucoup échanger. Et donc, ça donne un travail considérable. Ça peut être une activité annexe. Bon, la seule chose que je fais en plus, de temps en temps, c'est que j'ai aussi des missions de commissariat d'exposition sur le thème du sport, parce que je suis un peu connu sur ce thème. Et il y a des périodes, là je pense que, par exemple, on va attaquer une période après les Jeux de Tokyo, là, qui ont lieu cet été, où ça va être donc l'heure de Paris, donc l'Olympiade JO de Paris va commencer, et que là je vais avoir des missions de commissariat, parce que le sport va plus en plus rentrer dans l'univers, et que malgré tout, sans prétention, mais je pense quand même être une référence, voire je suis un peu incontournable sur le genre, et donc j'aurai des missions de commissariat. Mais
Malgré tout, l'actualité de la galerie et l'animation de la galerie, c'est chronophage, c'est un truc. Voilà, pour réussir dans ce métier, il faut se donner à fond, sinon attendre le client, c'est pas possible. Ça a pas de sens. Enfin, ça durerait quelques mois. Et puis quand vous avez un endroit physique, il faut être dans un endroit quand même plutôt sympa, il faut de l'espace, il faut du stockage. Quand vous produisez une exposition, c'est quand même beaucoup d'encadrement, tout ça c'est à la charge de la galerie. Après tout ce qui n'est pas vendu, ça va au stock. C'est beaucoup de frais. Donc il faut quand même un rythme un chiffre d'affaires régulier parce que sinon c'est vite la panique. J'ai le privilège de faire un métier qui me passionne. Ça m'ennuie jamais. Et je peux répéter, raconter l'histoire. Je vois rentrer des gens. À un moment, je sais que c'est pas des gens qui achètent, c'est juste des curieux. Je me fatigue jamais. Je peux, comme un médiateur culturel de musée qui va raconter sa salle, toujours la même depuis 20 ans, avec la même, c'est pareil. Et il suffit que je sente qu'il rentre dans le truc, et puis ça me nourrit. Ça suffit au truc. Je n'éprouve pas de lassitude, jamais. Super, je pense qu'on a tout évoqué. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!